députée, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que vous êtes tous la bienvenue à cette édition estivale des Midi de consommateurs. On sent déjà que l'été est arrivé et l'un ou l'autre d'entre nous a bien envie de partir en vacances. Et comme les vacances scolaires commencent aussi sous peu, je pense que c'est le bon moment de se retrouver aujourd'hui ici au Palais européen, de parler de nos droits en tant que passagers. Que vous soyez en retard pour votre vol, que vous ayez un retard en train, qu'on perd vos bagages, c'est l'Europe qui vous protège dans ces circonstances et c'est pour nous la façon pour vous montrer aujourd'hui avec nos partenaires, surtout du Centre européen des consommateurs, dont la directrice Karin Wagner assurera la modération aujourd'hui et dont les experts sont parmi quelques cas bientôt avec nos amis de la représentation de la Commission et le bureau du Parlement européen. Et je dois là dire, c'est aussi avec un grand plaisir que je souhaite la bienvenue à la députée européenne du Metz, qui va nous donner une introduction au sujet et vous présenter les dernières nouvelles à ce sujet. Parce que pas seulement le monde change, on sait que l'année dernière, beaucoup de valises n'ont pas trouvé le bon chemin. Il y avait vous avez ici, on verra dans quels sens on verra, mais ça donne pour moi beaucoup de cas aux collègues là, du Centre de consommateurs, mais aussi au National Enforcement Body qui est au Luxembourg et avec le ministère de la consommation de la protection des consommateurs. Voilà. Avec cela, j'ai le grand plaisir de donner la parole à Karin Wagner, la directrice du Centre européen des consommateurs, qui va vous mener pendant l'heure qui nous suit et qui va aussi introduire Philippe Metz. Merci beaucoup, M. Christophe. Mais je crois que tu as déjà tout dit. Je me suis déjà présentée, Madame la députée, bienvenue. Et je voulais juste vous dire encore, il est fort probable, et voilà, vous êtes filmés aujourd'hui, et on va prendre probablement des photos de vous. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? OK pour tout le monde. OK, je suis obligée de vous dire. Merci pour ça. Moi, je pense, vous pouvez après, vous avez l'occasion de poser vos questions. Vous pouvez le faire dans toutes les langues, la langue que vous souhaitez. Et je pense que je passe tout de suite la parole à Madame la députée pour son sujet, les droits des passagers de l'Union européenne pour des voyages durables et sûrs. Et vous avez un temps de parole de 15 à 20 minutes. Après, vous pouvez tout de suite poser vos questions à Madame la députée et on va suivre avec nos experts du Centre européen des consommateurs pour répondre encore à vos questions en relation avec le voyage. Alors, j'ai le plaisir de vous laisser la parole, Madame la députée. Merci. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. En effet, je pense qu'il est temps de penser aussi à déconnecter un peu. Donc, c'est bien qu'on parle de vacances, mais c'est bien aussi de parler un peu de ce que l'Union européenne fait dans ce sens-là. Parce que tout ce qui est droit des passagers, il y a des directives au niveau européen. Sachez aussi que c'est au niveau européen qu'on a instauré le Digital COVID Certificate, donc déjà en 2020, pour permettre le tourisme quand même de fonctionner et de permettre aux gens de voyager. Il ne faut jamais oublier, ça c'était l'idée initiale, bon, j'hésite entre 2020 et 2021, mais peu importe. Le Digital COVID Certificate a été instauré à ce moment-là, vraiment dans l'option de permettre aux gens de voyager sur base de 3 critères qui étaient reconvalescence, testé ou vacciné. Et l'Union européenne, juste pour faire une petite parenthèse, parce que cette semaine, on va aussi voter le rapport Covid, les leçons à tirer de la pandémie. Et en fait, l'utilisation qui a été faite au niveau des États membres de ce certificat, de faire une distinction entre ces 3 éléments, c'était pas dans l'esprit du Parlement européen de faire une distinction. Mais juste pour une petite parenthèse,
Donc là aussi, on a pensé aux gens qui veulent voyager, mais aussi aux 23 millions de gens qui travaillent dans le secteur du tourisme. Et il était crucial à ce moment-là de repermettre aux gens de pouvoir voyager à travers l'Europe. Donc je vais commencer par vous dire que oui, il y a, comme je l'ai dit, des réglementations européennes à respecter dans le domaine des droits des passagers. Et ce qu'on veut faire, surtout, c'est d'harmoniser au maximum ces réglementations pour qu'il y en ait des repères clairs. Mais il faut quand même dire que, et c'est un peu ça ce que je vais dire au début, qu'il y a des différences selon qu'on voyage en avion, en train, en bateau, en autocar, en bus, il y a des différences. Donc moi, je ne suis pas juriste et spécialisée maintenant dans tous les moindres détails, mais c'est juste pour vous dire, et ce qui est intéressant, c'est que depuis juin 2023, donc tout récemment, il y a eu une application nouvelle en ce qui concerne les droits des passagers par le train, donc qui voyagent à travers le train, et ça c'est très intéressant. Et juste pour vous dire aussi qu'au niveau de l'Union européenne, on essaye de garantir de plus en plus de droits aux gens qui voyagent et de les protéger aussi vis-à-vis évidemment des grandes industries pour qu'ils ne soient pas complètement à la merci quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou peut-être quand il y a des retards. Je vais, ici, je vais peut-être avancer. Voilà. Donc il y a des règles communes pour avoir un niveau minimal et harmonisé. Il y a ainsi des règles sur les droits en cas de retard, en cas d'annulation. Il y a des systèmes d'indemnisation qui sont mis en place et il y a aussi l'idée de plus en plus, une cause qui m'est très chère, c'est vraiment de garantir aussi l'accessibilité des modes de transport, des modes de voyage, donc de permettre aussi aux gens de voyager en chaise roulante, mais en général, si vous avez un handicap, que le mode de transport s'adapte à vous et pas l'inverse. Bon, il y a encore beaucoup à faire, juste une petite parenthèse, mais on se bat pour, juste pour vous dire. Voilà, donc il y a des réglementations, comme je l'ai dit, différentes en fonction du mode de transport, et je vais commencer, ça va peut-être vous étonner, je vais quand même commencer par l'avion. Donc il y a différentes situations qui peuvent avoir lieu. Premièrement, il y a un refus d'embarquement. Donc pour une cause quelconque, on vous dit, ben voilà, vous ne pouvez pas embarquer parce qu'il y a, je sais pas moi, des problèmes techniques, peu importe. Donc premièrement, ce qui doit être garanti, c'est l'assistance. Donc on vous premièrement, une partie de l'assistance, c'est vraiment de bien vous informer aussi, de dire ce qui se passe et de vous proposer des alternatives à ce moment-là. Donc, on peut vous dire, ben voilà, vous serez remboursé, ou bien on vous réoriente à travers d'autres chemins pour accéder à votre destination. Donc ça, c'est déjà bien. Et on peut aussi vous accorder une indemnisation immédiate et qui est toujours alors en fonction de la distance. La même situation similaire, du moins quand il y a annulation complète. Là aussi, d'abord, on doit vous aider. C'est pas que vous êtes complètement à la merci. Non, il y a l'obligation de vous porter assistance, de vous informer. Encore une fois, de vous dire vous pouvez être remboursé, mais on peut aussi vous trouver des chemins alternatifs et voir avec vous ces chemins alternatifs. Des retards, là aussi, le même scénario, si c'est plus de 3 heures, vous pouvez avoir l'autorisation, vous pouvez être remboursé. Et important à savoir aussi, s'il y a un upgrading system ou un undergrading system, si on vous dit, ben voilà, vous aviez business, mais on n'a plus de... on vous met dans les sièges ordinaires, ben évidemment, il doit y avoir remboursement. Par contre, si on vous upgrade, c'est pas aux passagers alors de devoir payer par après des frais supplémentaires. Donc ça, c'est important aussi. Et passagers à mobilité réduite, vous avez droit à une assistance, ça c'est clair, et vous avez une priorité d'embarquement dans ce cas-là aussi. Si vous êtes très passionné, vous voyez toujours en haut les réglementations, le règlement sur lesquels on se base pour dire cela.
Ça, c'était un peu en ce qui concerne les avions. Maintenant, en ce qui concerne le transport via le train, tout d'abord, là aussi, il y a le choix qui doit être offert entre le réacheminement ou la poursuite du voyage en cas de retard, et ce, dans les meilleurs délais ou alors à une date convenue mutuellement entre les deux parties. En l'absence de maintien, en l'absence de remboursement ou maintien du droit au transport ou à l'indemnisation, vous devez quand même être informé au plus tôt. Bien sûr, ça c'est très important. Il faut quand même savoir que le remboursement et l'indemnisation ne peuvent avoir lieu que si ça fait que si vous n'avez pas été informé. Si en achetant évidemment votre billet, vous êtes informé d'office du retard qui va avoir lieu, alors dans ce moment-là, vous ne pouvez pas réclamer des indemnisations par après puisque vous étiez en connaissance de cause. Ce qu'il faut alors aussi en cas de retard de plus de 60 minutes, une collation, donc quelque chose à manger, à boire, en gare ou à bord, et si nécessaire, hébergement, et si c'est possible. Pour les trajets supérieurs à 3 heures, une assistance et une collation doit être offerte dès la 90 ou 90e minute de retard. Donc ça, c'est une obligation. L'hébergement n'est pas dû si le retard est occasionné par les conditions météorologiques. Ça, c'est dans le... Pardon, j'ai sauté une page, pardon. Ça, c'est pour les navires. Je reviens, mais c'est la même logique ici. Par contre, le transporteur est déchargé de sa responsabilité si l'annulation ou le retard sont dus à des circonstances extraordinaires ou inévitables. Cependant, un remboursement, même en cas de force majeure, vous est dû. Ça, c'est important dans le futur, ça, c'est important à savoir. Donc, même s'il n'y a pas d'indemnisation, donc de frais supplémentaires qui vous ont causé une perte de temps, des énervements, etc., le remboursement du ticket doit quand même avoir lieu. Voilà, ce qui est important aussi, ce qui est en force depuis juin 2023 et clarifie encore, et c'est ça le sens surtout des réglementations, ce n'est pas d'alourdir les procédures, mais de les faciliter et de les rendre plus claires, notamment les relations entre le transporteur et le passager. Donc ce qui est important comme principe de base, c'est vraiment de dire la non-discrimination entre les voyageurs, que vous venez à vélo, que vous êtes en chaise roulante, si vous êtes à mobilité réduite, il n'y a pas de discrimination. Maintenant, il y a l'autorisation dans les trains de venir avec 4 vélos, donc il y a des places à l'avenir pour 4 vélos. Nous, les Verts, on avait demandé 8, on trouve encore que c'est assez raisonnable. Mais bon, ce qui a été retenu, c'est 4 vélos. Voilà, droit d'indemnisation en cas de perturbation, je le dis, et communication, c'est très important aussi, parce que je ne sais pas, ça vous est déjà sûrement arrivé aussi, que vous êtes là et que, en fait, vous ne savez pas quel est le problème. Qui a écrit que le train vient plus tard, qu'il y a certaines minutes, et parfois les minutes s'accumulent, et on ne sait pas très bien quel est le problème. Donc, il faut une communication d'information de manière accessible et exacte. Voilà, et ça c'est transport par navire de mer ou d'eau intérieure. S'il y a une annulation ou un retard de plus de 90 minutes, donc 90, il faut l'information des passagers au plus tard 30 minutes après le moment où le départ était initialement prévu. Là aussi, il y a un choix qui devrait vous être offert entre le réacheminement ou donc d'autres possibilités, ou la poursuite dans le voyage dans les meilleurs délais en cas de retard, et le remboursement sous 7 jours, donc dans le délai de 7 jours, et si nécessaire, le retour gratuit au point de départ initial. Parallèlement, on a droit de nouveau aussi à l'assistance.
Par exemple, aussi collation si disponible et, si nécessaire, hébergement à bord ou à terre. Et l'hébergement, et c'est ça qui est important, n'est pas dû si l'annulation ou le retard sont dus à cause des conditions météorologiques. Ça, c'est ce qui a été retenu aussi. Donc voilà, vous voyez un peu la même logique, mais c'est vraiment toujours de dire qu'il doit y avoir un réemboursement, il doit y avoir de l'assistance, collation, hébergement, et il faut qu'il y ait une communication, une information claire qui a lieu. Bon, ça c'est une remarque importante, il faut quand même les voyageurs embarquent dans un port au sein de l'Union européenne ou sont à destination d'un port au sein de l'Union européenne. Voilà, maintenant on voyage avec le bus, avec l'autocar. Donc là aussi, c'est important d'avoir au plus tard 30 minutes après le moment où le départ initial était convenu, que vous ayez de l'information. Pourquoi il y a ce retard? Quelles sont les possibilités? Et là aussi, il y a la possibilité entre le réacheminement, on vous dit, ben voilà, le bus ne fonctionne plus, mais on vous amène un autre bus, ou alors le remboursement et c'est ça qui sont les nuances à travers les différents modes de transport. Ici, il y a le remboursement qui est prévu dans un délai de 14 jours. Si ce choix n'est pas proposé par le transporteur, donc réacheminement au remboursement, ce dernier doit s'acquitter sous un mois du remboursement du billet, plus majoré d'une indemnité de 50%. Donc ça, c'est un peu la logique que j'essaie de transmettre. Il faut toujours impliquer le passager et vous dire, ok, on a ça comme possibilité. On peut trouver un chemin alternatif, ou on vous réembourse totalement, ou bien s'il n'y a ni l'un ni l'autre, ben, il faut évidemment le réemboursement et une indemnité en plus, parce que vous êtes quand même bien, je ne dis pas le mot maintenant, mais ça commence avec un EM, parce que votre voyage est interrompu, vous venez trop tard, que vous êtes réjoui, je ne sais pas combien de semaines, voire de mois pour faire cela, donc il y a aussi la logique d'une indemnisation qui peut être alors demandée. Pour les trajets supérieurs à 3 heures, une assistance, collation et hébergement nécessaire doit être offerte dès la 90e minute de retard. L'hébergement n'est pas dû si le retard blablabla est occasionné, c'est ça que j'avais dit tantôt, par les conditions météorologiques. S'applique dans leur totalité qu'aux services réguliers de plus de 250 km et lors de la montée, l'accès ou la descente du passager s'effectue sur le territoire d'un État membre. Bon, maintenant, on peut bien sûr se demander qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer encore? Ou qu'est-ce qui n'est pas encore optimal pour le moment? Je vais essayer d'avancer. Oh, là j'ai la petite croix dans le visage. C'est pas peu important. Changement nécessaire pour rendre les voyages plus durables. Là aussi, quelques éléments vers quoi on aspire au niveau européen, du moins ceux qui défendent étroitement les droits des passagers. Bon, d'abord, il est clair, la règle devrait être respecter les horaires. Ça, c'est la première chose. La continuité des billets, ça c'est important aussi, on appelle en anglais le through ticketing. Donc, si je prends maintenant, surtout quand je parle de train, quand je prends un ticket pour aller d'ici jusqu'au sud de l'Espagne, que j'ai la possibilité, à travers ce through ticketing, d'avoir à la même adresse les différents tickets dont j'ai besoin, et aussi que celui qui gère alors ce voyage respectif, il y a différentes compagnies qui gèrent ce trajet. Nous, les Verts, je vous dis tout de suite, on n'a pas réussi, on a dit, ben voilà, il faudrait quand même qu'il y ait une coopération entre ces différentes 11 entreprises, compagnies qui vous acheminent vers votre destination. Mais là, on a seulement réussi que, par exemple, le premier train qui appartient à une compagnie a un retard, que vous êtes dans la procédure de réemboursement et d'indemnité que par rapport à cette compagnie.
Nous, on a dit qu'il faudrait quand même considérer aussi si cette compagnie a des, a des compagnies sous succursales, oui, ou qui sont, je ne trouve pas le mot exact maintenant, qu'on considère celle-là aussi, qu'il y a quand même un lien, parce que souvent il y a une grande compagnie qui vous achemine jusqu'à un certain endroit, et puis des plus petites compagnies, plus régionales, et nous on a dit, ben non, ceux-là aussi, ils sont quand même, le passager n'y peut rien, donc il faudrait une meilleure coopération, là, au niveau, surtout que maintenant on a la libéralisation, il faudrait qu'il y ait une responsabilisation aussi de tout l'acheminement, mais ce n'est pas le cas. Il faut que ce soit à 100% la même compagnie pour demander alors cette procédure de remboursement. Donc là, en ce qui concerne le through ticketing, d'avoir vraiment accès à différents billets, mais à travers une compagnie qui est aussi celle qui est à la fin responsable, ou que s'il y a d'autres petites compagnies qui soient quand même liées par responsabilité aussi à celle qui organise le voyage en quelque sorte, mais ça, on n'en est pas encore tout à fait cette idée du through ticketing qu'on puisse, je dois dire, avec l'avion, c'est le cas, mais avec le train, c'est un peu, pour le moment, encore plus compliqué. Ce qu'il faut aussi permettre, c'est l'intermodalité, donc vraiment de permettre de se dire, bah, ok, je fais une partie de mon voyage en train, j'ai mon vélo, puis je vais un peu à vélo, puis je prends un autre moyen de transport, donc ça c'est quelque chose pour laquelle on se bat aussi, c'est cette intermodalité, vous entendez peut-être parfois modal shift, le fait qu'on puisse utiliser différents moyens de transport et qu'il y ait cette possibilité. Et évidemment, on se bat aussi pour qu'il y ait une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, ce qui maintenant, avec le train, est toujours un peu compliqué. Nous, on a demandé que ce serait 12 heures qu'on devrait demander à l'avance de pouvoir accéder au train, ce qui a été retenu maintenant. Dans un premier temps, c'est 24 heures, mais encore avec des phases de transition. Donc les 24 heures, c'est pas pour tout de suite, mais d'abord 36 heures. Maintenant, actuellement, c'est 2 jours à l'avance si on est en chaise roulante qu'il faut le signaler. Si on regarde la réglementation européenne, nous on dit que 12 heures, ce serait beaucoup mieux, et surtout pour les gares les plus importantes, ça devrait quand même être possible d'aller dans la direction de 12 heures. Moi, je dis personnellement, pour moi, il faudrait d'office, même sans pré-annonce, pouvoir venir en chaise roulante. C'est pour moi, ça, c'est l'idée de l'inclusion, qu'on n'ait plus besoin de régime spécial, mais bon, vous voyez, on en est loin. Le progrès est déjà maintenant d'aller de 48 heures d'annonce à l'avance, de réduire à 24 heures, donc 24 heures seulement dans l'avenir où on devra annoncer, écoutez, je vais venir avec une chaise roulante. Donc vous voyez, il y a encore du travail à faire et aussi de tout ce qui est les compensations. Nous, on voulait carrément enlever tout ce qui est force majeure parce qu'on se dit le passager, il souffre quand même si c'est dû à des conditions météorologiques ou à une attaque terroriste. Nous, on trouve quand même que le passager, je dis maintenant des situations vraiment de force majeure, mais de l'autre côté, je trouve quand même qu'il est évident dans ce cas-là qu'on soit remboursé, plus qu'on ait une indemnité, qu'on vous trouve des solutions, parce que ce n'est pas la faute non plus du passager qui a peut-être fait des économies, je ne sais pas combien de temps pour pouvoir sortir ce voyage. Donc nous, on trouve que même cette notion de force majeure, quand on parle de droit de passager, c'est quand même, il faudrait quand même encore donner plus de possibilités aux passagers d'avoir droit à des indemnités et à un réemboursement, même si ça c'est clair, mais l'indemnité, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas encore clair. Réacheminement, puisque je vous il est 48 heures, on passe à 24, je regarde si je n'ai rien oublié. Oui, voilà, c'est la plupart des choses que je voulais vous dire. Donc, ce qui est important, oui, c'est promouvoir l'intermodalité, train, vélo, etc. Je regarde.
Bon, le nouveau règlement, oui, il apporte des améliorations, mais nous, on dit, je vous ai donné l'exemple du vélo, 4 vélos, 8 vélos, ce n'est pas assez ambitieux de dire place pour 4 vélos, mais bon, c'est déjà le fait qu'on envisage de manière systématique une place pour les vélos, c'est déjà un progrès. Donc on dit, oui, il y a un progrès, mais il y a encore Luft nach oben, comme on dit luxembourgeois, il y a encore de l'espace pour améliorer même cette réglementation nouvelle qui a été mise en place en juin. Les services couverts, là aussi, il y a quand même toujours, comme je vous ai dit, des possibilités de ne pas tenir compte de certains droits, par exemple comme l'hébergement, il y a toujours des règles ou des limites qui sont imposées. Voilà, longue période d'exemption, par là on entend que les États membres ont quand même un certain temps jusqu'à la mise en place complète de cette nouvelle réglementation, comme je l'ai dit tantôt, par exemple, de nouveau, le fait de devoir annoncer qu'on vient en chaise roulante, il y a des transitions, donc on ne va pas tout de suite de 48 heures à l'avance, à l'annonce à l'avance à 24, mais il y a d'abord 48, puis 36, donc au lieu de dire, écoutez, si on en fait une priorité, il y a quand même moyen de réagir plus vite. Donc c'est pour ça qu'on est quand même un peu critique, parce que si l'idée, c'est vraiment qu'on motive les gens de passer de l'avion au train, il faut qu'il y ait un maximum de droits de passagers, il faut rendre les trains interopérables, qu'il y ait une communication efficiente. Si vous avez booké un voyage de A à B, même si vous devez prendre plusieurs trains entre les deux, qu'il y ait une communication et une coopération entre les trains et aussi un système d'indemnisation qui marche même si vous voyagez avec différentes compagnies. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pousser pour l'avenir pour rendre, en fait, l'idée, c'est vraiment aussi de rendre le train plus efficient, plus attrayant par rapport et plus accessible, que ce soit d'un point de vue de la mobilité, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais aussi point de vue du prix, bien entendu. Donc, pour le rendre vraiment attractif par rapport à l'avion. Voilà, le through ticketing, vélo et intermodalité, ça c'est de nouveau les points essentiels que je viens de vous dire. La période de préavis, donc il faut annoncer quand on vient avec une personne à mobilité réduite, et indemnisation et exemption en cas de force majeure. Hein. Donc ça c'est un peu ce qu'on pousse encore, ou on peut encore pousser davantage, mais où les premiers pas sont faits à travers cette nouvelle réglementation européenne. Voilà, donc il s'agit un peu, ça c'est un peu la conclusion, d'augmenter la confiance, faire le train, comme je l'ai dit, attractif et efficace, et ça, les derniers points, je pense que je vous ai déjà parlé de ça avant, voilà. Voilà, et tout ça, vous pouvez retrouver aussi nos positions dans le domaine du transport, vous pouvez retrouver aussi sur mon site, comme je suis dans la commission transport et tourisme, et que, voilà, mais on a encore du pain sur la planche. Voilà, il y a des progrès, mais on peut encore mieux faire. Voilà, j'espère que je n'étais pas trop confuse. Comme je parle pour Strasbourg, je dois dire, j'ai plein de choses, on a des votes importants, j'ai plein de choses dans ma tête, mais j'espère que vous avez quand même pu suivre un peu le fil conducteur des différents droits à travers des différents mode de voyage, mais je pense que ce qui est important, c'est que vous ayez comme une grille de lecture à chaque fois, hein, que vous vous dites, ok, il y a un retard, il y a un délai, quel est mon droit, et que vous pensez tout de suite, bah, ils me doivent de l'assistance, ils me doivent un réemboursement, ils me doivent proposer des alternatives de cheminement, et puis l'histoire, combien de temps après vous devez être tout de suite informé, comme je l'ai dit, ça diffère un peu des modes de transport, mais l'idée pour moi centrale est que vous ayez comme une grille dans la tête ce que vous pouvez à chaque fois demander et revendiquer et ne pas avoir peur de le faire en fin de compte. Voilà, merci beaucoup. Merci, très très grand, merci Madame la députée, et vous venez de le mentionner, vous êtes, je voulais le dire, merci Christophe, vous êtes membre de la commission de transport et tourisme également.
Je pense que vous avez vraiment fait le tour, vous nous avez expliqué les droits des passagers aériens, bateaux, trains, bus, et vous avez touché justement, vous avez essayé de nous sensibiliser pour une manière de voyager plus durable à travers, par exemple, les voyages d'une manière multimodale. Vous avez touché à ça, ce sont vraiment les sujets, le voyage multimodal, aussi le ticketing. Super, alors on est tout à fait dans l'actualité. Et je propose qu'on prenne tout de suite les questions de nos chers participants. Alors n'hésitez pas, si vous avez une question à poser à Madame la députée, vous êtes les bienvenus. Madame, voilà. Je vous passe. Merci Madame. Donc vous avez parlé des droits qu'on a, disons, en tant qu'Européens en Europe. Qu'est-ce qui se passe si par exemple un avion européen, disons Lufthansa, Air France, etc., qui va aux États-Unis et après il y a un gros départ pour le retour des États-Unis? Est-ce que les mêmes règles sont valables ou non? Si j'ai bien compris, tout ça c'est avec Lufthansa, donc une entreprise européenne. Donc si vous ne changez pas de compagnie et si c'est un retour vers l'Union européenne, les mêmes règles doivent jouer. Ça me semble. Oui. C'est une autre chose si maintenant vous partez avec la Lufthansa, vous venez avec American Airlines. Sauf s'il y a des accords qui ont été faits au préalable entre Lufthansa, que c'est juste un avion de la American Airlines. Mais si c'est vraiment tout organisé à travers American Airlines, alors vous êtes lié. Mais si c'est tout organisé par la Lufthansa et qui revient au sein de l'Union européenne, ça devrait être les mêmes règles en effet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le micro va se balader dans la salle. Merci Pauline. Ce qui m'intéresserait, surtout moi aussi, si je peux poser une question au public, c'est un peu les attentes aussi que les gens ont par rapport à l'Union européenne. Qu'est-ce qui, vous, dans votre expérience de voyage, vous vous dites, mince, alors là, on est quand même au sein de l'Union européenne, là, elle pourrait faire mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose où vous vous dites, où vous êtes voyagé, parce que pour moi, c'est toujours intéressant d'avoir votre feedback, vos expériences du terrain quand vous voyagez et quels sont les problèmes que vous avez rencontrés et que peut-être on n'a pas pensé à mentionner dans cette législation. Je crois la madame, elle était la première Oui, et c'est l'occasion de faire part de vos réflexions à madame la députée, c'est sûr. Et puis madame Lévy. Bonjour, je suis Marie Edouard, ancienne fonctionnaire de la Commission européenne à la retraite. Il y a, si je ne me trompe pas, une pétition que j'ai signée, elle existe parce que je sais que je l'ai signée, et cette pétition concerne l'importance et la nécessité de connecter toutes les capitales européennes par train. Oui. Où on est cette idée. Une autre chose, j'ai remarqué qu'il y a certaines connexions qui sont, à certains endroits en Europe, qui sont quelques entreprises, notamment les trains de nuit. En tant que Portugaise habitant au Luxembourg, je vous défie de vouloir aller de Luxembourg à Lisbonne en train. C'était possible avant la pandémie. Il y avait un train fantastique de nuit, le Sud Express, que j'ai fréquenté souvent, surtout quand j'étais jeune. Et donc, vous partiez pour Paris, Andaille, après, le train de nuit, vous arriviez à Lisbonne à 10h du matin. Il n'y a plus de train de train de nuit, il n'y a plus de train de nuit non plus entre Madrid et Lisbonne. Et il y a aussi des mouvements et des initiatives au Portugal et en Espagne qui visent précisément la reprise de ces connexions. Et voilà, je voudrais vous dire que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a, bien sûr, vous avez mentionné l'abordabilité des trains. Si
aussi augmenter et diversifier l'offre. C'est très clair. Non, c'est deux sujets qui me tiennent effectivement beaucoup à cœur. Et au niveau européen, on a le TEN-T, qui est en fait une réglementation européenne qui essaye justement de voir l'Europe vraiment à travers les connexions, les différentes connexions possibles, et surtout avec les capitales, de permettre, pas seulement avec les capitales, mais avec les grandes villes, de permettre l'accès et d'avoir vraiment une vue européenne sur le rail. Bon, là, récemment, j'ai parlé sur une conférence sur la sécurité du train, et on s'est rendu compte aussi et aussi en allant à l'Union syndicale ici au Luxembourg, on s'est rendu compte que tout ce qui est interopérabilité de la communication, des mesures de sécurité et tout ça, que c'est pas encore 100% non plus. Ceci dit, il faut quand même toujours savoir que le train est toujours le moyen le plus sûr de voyager. Donc, si on a 680 morts par année, plus ou moins c'était en 2021, pour le train, on en a 20 000, ce qui est pour la mobilité avec la voiture. Donc, c'est ça pour dire. Mais il y a un problème au niveau européen d'interopérabilité des systèmes de communication, des systèmes de sécurité. Donc, c'est quelque chose qui est work in progress. Mais tout cet aspect, Maria, dont tu parlais, de la connexion entre les grandes villes, c'est quelque chose qu'on a très clairement aussi comme objectif au niveau européen, de permettre davantage ces connexions. Mais là aussi, il faut alors, c'est vraiment un problème très concret si la locomotive, etc., qu'on puisse aussi la réparer aussi bien en France qu'en Espagne, qu'on ait les bons techniciens, qu'ils aient la bonne formation pour faire face. Si on prend un train qui passe les frontières, il faut une interopérabilité tout bêtement aussi entre les rails. Les trains rapides ont besoin d'autres rails, d'autres mesures de sécurité. Mais c'est très clairement, juste pour te rassurer, une ambition très claire qu'on a au niveau européen. Je pourrais maintenant regarder quel est le dernier état des lieux, mais l'idée est vraiment d'investir, et on a une année du rail aussi pour dire investissons massivement dans le rail pour permettre justement des meilleures connexions entre les grandes villes. Et là, le Luxembourg est numéro 1 dans tout ce qui est investissement par tête dans le rail. Donc on se situe pas mal au niveau luxembourgeois du Luxembourg, mais il faut encore que des efforts au niveau global européen soient faits. Et parfois il y a la discussion, oui, si on améliore une ligne, on n'a pas la cité Luxembourg-Bruxelles, mais qui paye quoi? Alors le Luxembourg doit aussi payer, donc il y a aussi des négociations de prix. Juste pour vous dire que mine de rien, même si on a très clairement comme ambition de mieux connecter les villes européennes, mais qu'il reste quand même beaucoup de problèmes pratiques et très concrets à résoudre. Maintenant, il y a des gens qui parlent aussi qu'on devrait faire au niveau du train, comme on le fait au niveau de l'aviation, qu'on ait une langue commune qui est l'anglais, mais ça ne marche pas au niveau du rail. Ceux qui conduisent des locomotives, d'abord, ils ne sont pas spécialement experts en étant multilingues, ils sont experts par rapport à leur machine, etc. Et surtout qu'il y a un vocabulaire pour le moment différent qui est utilisé dans les différents pays. Donc il n'y a pas cette uniformité de langage qu'on a par exemple au niveau de l'aviation. Et alors le traduire tout ça dans une langue, alors que ça signifie de facto déjà autre chose dans les différents pays, ça n'arrangera pas la question de la sécurité. Donc cette idée d'une langue unique par similitude à l'aviation, ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais juste pour dire que c'est compliqué. En ce qui concerne les trains de nuit, tout à fait. Là, il y a une grande idée au niveau européen, et surtout les jeunes poussent pour ça, pour qu'il y ait de nouveau, mais aussi les moins jeunes comme moi, qui poussent à nouveau qu'on ait de nouveau plus de trains de nuit. Parce que là, le train de nuit, c'est l'aventure déjà quand on entre dans le train. Récemment, avec mon équipe, on a fait Bruxelles-Vienne en train de nuit. C'était l'aventure dès le départ, et c'est assez génial, parce que de toute façon, il faut dormir, alors que vous dormez, bon, peut-être un peu moins bien, j'avoue, dans le train que dans votre lit, mais quand même, vous dormez, vous vous réveillez, vous êtes arrivé à votre endroit. Donc c'est clairement quelque chose qu'il faut beaucoup plus pousser, mais on regarde aussi, bien sûr, les compagnies regardent si c'est vraiment rentable. Donc je vais dire honnêtement,
si vous habitez au Luxembourg, il faudra probablement que vous alliez dans d'autres villes à une certaine distance, peut-être à Cologne ou comme je l'ai fait maintenant à Bruxelles, parce qu'il y a un problème apparemment de rentabilité si on fait des trains de nuit au Luxembourg. Et je suis honnête en vous disant ça aussi, mais l'idée de le pousser en général au niveau européen est très clairement là. Et moi je dis, c'est assez génial de prendre des trains de nuit. Pardon, j'étais trop loin. Merci Madame la députée. Je crois que vous avez un train à prendre. Donc, est-ce qu'il y a une question, Madame Niquez, peut rester pour nos experts après aussi? Je ne sais pas, pour les experts. Also, entweder ich kenne keine Fiktion door schwätzen. Dan versteht ihr nicht. Ich das ich fand, dat soll egal wo die Information, die die Person gibt, soll Fiktion soll richtig dazu. Nous avons l'occasion, les collègues sont ici, on est lundi prochain, oui, aujourd'hui dans 8 jours, on est à l'aéroport, présent avec des stands d'information, on aura l'occasion d'en informer de ce que vous avez dit, les collègues de l'aéroport. Merci Madame Niquez. Merci beaucoup Madame la députée. Oui, vous devez... Je cours pour ouvrir un escamoir téléphone de la femme. Merci beaucoup. Et bonnes vacances. Take care. Prenez soin de vous. Voilà, il nous reste 15 minutes pour que vous puissiez poser vos questions à nos experts. Est-ce que je peux demander à nos experts qui sont Madame Jasson, Madame Haas, Monsieur Neisius, Monsieur Armasalon du Centre européen des consommateurs de prendre place dans les chaises devant. Et je pense, c'était prévu que les collègues fassent une petite présentation. On laisse tomber, on prend tout de suite vos questions. Et vous avez maintenant l'occasion de poser vos questions par rapport à 4 sujets. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir perdu vos bagages sont arrivés, les voyages à forfait, encore une fois les droits des passagers, et aussi, 4e point, location des voitures, n'est-ce pas Julie, location des voitures. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces 4 sujets ou tout autre autour des voyages dans la salle? Est-ce que ça marche? Est-ce que quelqu'un est-ce que les bagages sont déjà arrivés avec un certain retard ou vous n'avez pas du tout? Ah, Marco. Pardon. Pardon, c'est pour le micro, je pensais que tu voulais dire que tu as perdu tes bagages. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un que les bagages ne sont pas arrivés? C'était quoi le cas de figure? Super, alors on applaudit M. Naisius. Merci, et c'était pour une perte ou ils sont arrivés avec un retard? Ok, est-ce que pour nos autres participants, on peut peut-être, dans 1 minute, Cédric, juste expliquer les droits en cas de perte ou... Si je peux juste donner un conseil. Bon, je vais démarrer dans le conseil par suivre l'exemple de madame. Si vous êtes amené à prendre l'avion et que vous avez sur vous des objets de valeur, on va prendre par rapport à la saison, j'ai l'habitude de prendre l'exemple du ski, mais ça se fait pas trop en ce moment. Par exemple, si vous allez à Lisbonne pour faire de la photo et que vous avez sur vous des appareils coûteux, alors 2 possibilités. Soit vous prenez une assurance pour assurer ces appareils, vous essayez à tout prix de les prendre avec vous dans l'avion, si possible, dans la mesure du possible, ou sinon, si vous êtes obligé ou contraint d'envoyer ces objets précieux d'une certaine valeur en dessous, vous faites bien la déclaration à l'aéroport. Voilà un peu les conseils par rapport au voyage que je peux, enfin, par rapport au bagage que je peux vous donner. Maintenant, autre cas de figure, si vous arrivez à Lisbonne
et que tout le monde du vol a récupéré son bagage et que vous êtes la seule, je pense que madame s'est retrouvée dans cette situation, à ne pas avoir vos bagages. Vous vous dirigez tout de suite vers dans les aéroports, il y a souvent un guichet pour les bagages, vous faites une déclaration. Le côté parano de moi vous dirait de faire une photo quand même de ce que vous écrivez et vous attendez. Arrivez dans votre hôtel ou votre logement à Lisbonne, bien entendu vous n'avez pas de valise, d'ailleurs madame elle est pour le moment donné, elle n'a rien. Il se passe quoi? Qu'est-ce que j'ai droit? J'ai droit théoriquement à faire des dépenses nécessaires. Vous me direz, dans l'exemple de madame, la randonnée c'est nécessaire pour ses vacances. Dans ce cas, tout ce que vous achetez sur place, dépenses nécessaires. Bien entendu, le sac Dior n'est pas nécessaire dans ce cas. Et tout ce que vous dépensez, vous gardez le ticket de caisse. Ça vous aidera par la suite à demander le remboursement à la compagnie aérienne si jamais votre bagage est par la suite perdu. Très bien, merci Cédric pour ces quelques conseils et je crois Yvette veut ajouter quelque chose. Le problème, c'est qu'il y a eu des livres et qu'un passager qui était dans notre avion, il avait pris mon bagage, il croit que c'était le sien, et avec ça, on avait un retard de 6 heures. Et 6 heures, on devait continuer. Et là, c'était vraiment. Ok, c'était. Les bagages ont été confondus, ce qui a créé un sacré retard. La prochaine fois, vous pouvez vous adresser à M. Arnaud Salon, le spécialiste pour les bagages au Centre européen des consommateurs. Et voilà, passons un peu, encore une question, oui, à propos des bagages, c'est ça? Oui, j'ai une bonne expérience, je peux sans microphone, là, je parle. Ok. J'ai une bonne expérience, je suis allée à Salva de Spitsbergen et mon bagage n'est pas venu avec Lufthansa de Francfort. Alors j'étais sur un bateau, je n'avais pas de bagage, donc 2 semaines. La valise était déjà en retour quand je suis arrivée à la maison. Alors j'ai introduit une plainte près de Lufthansa. On m'a offert 290 €. Alors je dis, je ne suis pas d'accord, parce que je pense qu'elle va être 1500. Oui. Alors on m'a offert encore quelque chose, je suis arrivée à 540 000 €. Ce qui n'était pas assez pour couvrir tout ce que vous avez dû acheter. Oui, oui. Ensuite, j'ai demandé mon assurance, qui heureusement m'a remboursé 560 €. Voilà. Donc, j'ai eu mon argent. Mais j'ai eu tellement de problèmes, j'ai encore une carte chez vous, parce que c'est envoyé en Allemagne, je pense. Et okay. Depuis 1 an que je n'ai pas de nouvelles de Lufthansa, parce que j'avais réservé le vol, on ne m'a pas donné l'indemnité. Ok. Merci de nous avoir fait part de vos expériences avec les bagages. Et pour votre cas, on va vérifier au bureau où on en est. C'est en Allemagne. En Allemagne, chez les collègues. Oui, c'est ça, chez les collègues, mais on va vérifier parce que ce sont nos collègues du Centre européen des consommateurs en Allemagne. Je voulais juste ajouter, parce que j'ai l'idée que Lufthansa ne pratique pas les règles qui doivent impliquer. Lufthansa comme peut-être bien d'autres, comme Air France ou KLM et autres. Oui, on prend bien note. Alors, je propose de passer à un autre sujet, parce qu'on a juste encore 8 minutes. Passons au voyage à forfait, Pauschalreisen, Package Travel. Est-ce que quelqu'un a une certaine expérience avec un voyage à forfait? Ou peut-être Christophe nous explique d'abord qu'est-ce que c'est un voyage à forfait. Très bonne idée. Donc ça, c'est l'idée. Qu'est-ce que c'est un voyage à forfait? Dès que vous réservez 2 prestations de voyage, par exemple chez une agence de voyage et vous payez unique, faites un paiement unique, c'est un voyage à forfait déjà. Par exemple, le bon exemple c'est hôtel et vol. Vous réservez ensemble, vous payez ensemble, bon, c'est un voyage à forfait. Et en tout cas, une croisière, ça c'est toujours un voyage à forfait. Ok. Est-ce que vous avez une certaine expérience avec un voyage que vous aviez réservé, voyage à forfait, donc de services, hôtel, vol? Non? S'il n'y a pas de cas, moi je voudrais bien mentionner un cas assez récent de la semaine passée, et ça concerne l'augmentation de prix après la réservation.
Donc en principe, c'est possible, mais jusqu'à 8% du prix. Et vous devez être informé au moins 20 jours avant le voyage commence. Dès que vous n'avez pas l'information au bon temps, vous ne devez pas payer. Ou si l'organisateur augmente plus que 8%, vous pouvez annuler le voyage sans. Ça, c'est un très bon conseil. Ce point, information du consommateur, Madame la députée l'a mentionné aussi. Donc, oui. Madame Nickens, vous avez une question? Ok, ça c'est un très bon point. Vous arrivez sur place et quelque chose n'est pas, il y a un défaut, Reisemangel. Christophe a expliqué ce que vous devriez faire dans ce cas-là. Voilà, en cas où il y a quelque chose sur place qui ne marche pas ou qui n'est pas comme prévu, par exemple, vous avez réservé une chambre vue sur la mer et en effet, vous allez dans une chambre vue dans la rue ou quelque chose comme ça. Vous devez faire une déclaration sur place, informer l'organisateur et demander que votre problème soit résolu. Une fois ça ne marche pas, vous pouvez demander un remboursement partiel du prix que vous avez payé. Donc il y a toujours quelque chose à faire, mais non, mais ça c'était juste un exemple. Il y a beaucoup des autres complications, problèmes qui peuvent arriver, aussi comme des odeurs, des bruits, des constructions, etc. Mais tout ça, il faut quand même demander sur place la solution pour que votre problème soit résolu. Das kann auch was am Swimmingpool, die Kakerlaken am Zimmer, das kann ganz viel sein. Ok, alors je propose qu'on passe au troisième sujet, parce qu'il nous reste 5 minutes, et je propose qu'on touche au sujet de Julie. Julie, ton sujet aujourd'hui, c'est la location des voitures. Est-ce que tu peux nous dire brièvement lequel est le problème le plus souvent rencontré lorsque les voyageurs réservent des voitures sur le lieu de vacances? Oui, c'est difficile de sélectionner un problème parce qu'évidemment il se passe beaucoup de choses. Juste au niveau des voitures, la différence par rapport à tout ce qu'on a vu avant, c'est que ce n'est pas vraiment une question de règles dans des lois, c'est plutôt ce qui est écrit dans le contrat. Et c'est ça qui est important, c'est chaque fois il faut bien lire tout ce qui est mis dans le contrat parce que ça change d'une location à l'autre que vous allez faire, pas vous baser sur ce que vous avez eu comme expérience les vacances précédentes. Un problème qui arrive un peu souvent quand même, c'est les problèmes de dégâts à la voiture qu'on reproche au consommateur d'avoir fait lui-même. Et lui conteste, il dit par exemple, ah non, moi quand j'ai pris la voiture, il y avait déjà les grappes là en bas. Donc pour résoudre ce problème-là, simplement quand vous prenez la voiture, il faut bien tout vérifier, prendre le temps de le faire, pas avoir peur qu'on vous dise ah, vous prenez mon temps, quelque chose. Non, il faut prendre le temps de bien regarder. Vous pouvez faire des photos et si vous voyez quelque chose, un dégât qui n'est pas mentionné dans le petit dessin de voiture que vous avez sur votre contrat, n'hésitez pas, retournez au guichet, demandez à ce que ce soit ajouté, hein, c'est une petite croix, une petite signature, il ne faut surtout pas être honteux de le faire et ça vous évitera pas mal de soucis au retour. Juste une rapide remarque pour le retour, quand vous rendez la voiture, si vous la rendez le soir ou le dimanche après 20h, je ne sais pas quoi, que l'agence est fermée, pareil, essayez de faire un maximum de photos de la voiture pour montrer plus ou moins dans quel état elle était, parce que là, vous ne pouvez pas constater avec un employé que la voiture était en bon état, et si on vous dit qu'il y avait des griffes dessus, ça peut être compliqué à discuter. Donc, prenez des photos pour essayer de vous ménager des preuves si nécessaire pour la suite, juste à espérer que ce ne sera pas nécessaire. Super, très bien, merci Julie. Pour tous les sujets d'ailleurs que les collègues viennent de mentionner, vous pouvez vous adresser si jamais vous êtes dans le cas, soit au Centre européen des consommateurs, dont les collègues ici, ou à l'Union luxembourgeoise des consommateurs, si le cas n'est pas transfrontalier. Il nous reste le sujet des droits des passagers. Madame la députée a déjà, c'est le sujet de Madame Haas, de Laura, Madame la députée a déjà touché
au sujet. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ou nous expliquer un cas dans la minute qui nous reste? Ben, peut-être seulement, c'est possible que vous faites une réservation de vol sur un site internet d'une compagnie aérienne et après, quand vous recevez la réservation, vous voyez que le vol est assuré par une autre compagnie aérienne. Alors, dans ce cas, si vous avez un problème avec la compagnie aérienne, par exemple parce que le vol était retardé, annulé, ou vous avez eu un refusement d'embarquement, vous devez normalement vous adresser à la compagnie aérienne qui a effectué le vol et pas en première place à la compagnie où vous avez fait la réservation. C'est toujours bien à savoir. Et oui, si on vous conseille de transmettre votre plainte à la compagnie aérienne et dans le plus bref délai possible, et si vous n'avez pas de réponse ou en réponse négative, il y a différentes options. Par exemple, le règlement européen des passagers aériens implique que chaque État membre doit mettre en place un organisme national de contrôle. Et ce organisme a la possibilité de contacter la compagnie aérienne et demander un remboursement, par exemple. Et si la compagnie aérienne ne répond pas ou la réponse est négative, l'organisme a même la possibilité de prendre une décision contre la compagnie aérienne. Et l'organisme, c'est le NEB, National Enforcement Body. Et au Luxembourg, ce NEB, la procédure est aussi gratuite et le NEB est situé au Luxembourg auprès du ministère de la protection des consommateurs. Et les représentants se trouvent aujourd'hui dans la salle, aussi Oui, bien que les collègues du ministère pour la protection publique. Oui, le représentant je ne sais pas si tu as tes collègues avec aujourd'hui. Voilà, et encore les collègues du ministère de la protection des consommateurs, bienvenue, c'est chouette que vous soyez venus. Patrick, tu es ajouter quelque chose dans les 30 secondes qui te restent? Merci effectivement pour la petite pub. N'hésitez vraiment pas à réclamer vos droits. Mais avant d'aborder vos problèmes avec les autorités, ça a été déjà dit pour les voyages à forfait, et je crois que tu viens de le dire aussi pour les transporteurs aériens. Allez toujours sur place vers le professionnel tout d'abord, parce que ce sera toujours une première condition qu'on vérifie avant que nous on prend le dossier. Et généralement, quand on prend le dossier, effectivement, au plus tard à ce moment-là, les compagnies aériennes se bougent, donc on a quand même un taux de succès assez important. Mais avant cela, allez chez Karine et son équipe et revenez-nous après. Voilà, on a fait la publicité pour vous aussi. C'est très bien. Alors, notre midi aujourd'hui, à propos des voyages, prend fin. Il est 13h30. Il ne me reste d'abord à remercier Madame la députée, voilà, Christophe Schröder. Merci à toi aussi, comme partenaire de ce midi. Merci à Madame Caleteux de la représentation de la Commission européenne au Luxembourg. Merci aux collègues qui ont aidé Rabia et Pauline. Merci à nos experts, notre expert aujourd'hui ici présent. J'ai oublié quelqu'un. Merci à Marco d'avoir filmé. Merci à tout le monde qui a contribué à organiser aujourd'hui ce midi. Le prochain midi, c'est dans la presse, c'est sur notre site. Il me reste que vous souhaiter un bel été et le buffet est ouvert. Merci beaucoup.